Alors, l'intervention suivante, c'est celle du docteur Kaïs Hamad. Donc, Kaïs est pneumologue dans le service de pneumologie à Lyon. Il s'occupe vraiment très particulièrement de maladies pulmonaires rares, dont les fibroses pulmonaires. Et il va donc faire la session introductive médicale, c'est-à-dire parler un peu des généralités sur la fibrose. Et on a mis fibrose au pluriel. Le titre est peut-être un peu déroutant, mais parce que toutes les fibroses ne sont pas tout à fait identiques. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Kaïs Hamad, je suis un des pneumologues de l'équipe. Donc, je vais vous présenter donc, la fibrose pulmonaire idiopathique et les autres fibroses pulmonaires qu'on prend en charge dans le service. Pour passer, quand on parle de fibrose pulmonaire, on parle plus souvent de fibrose pulmonaire idiopathique. C'est normal parce que c'est la plus fréquente des fibroses pulmonaires, mais également d'autres fibroses pulmonaires qui ne sont pas des fibroses pulmonaires idiopathiques et donc qui sont différentes des fibroses pulmonaires idiopathiques. Donc ça, on va le voir ensemble à travers cette présentation. Je pense que dans la salle, il y a pas mal de porteurs de fibrose pulmonaire idiopathique, mais il y en a d'autres également qui sont porteurs de fibrose non FPI. Alors, vous avez des différences entre vous, mais il y a quand même des points communs que vous partagez, notamment la fibrose, déjà. Donc déjà, qu'est-ce qu'une fibrose ? Donc, comme moi, j'essaye d'expliquer aux patients qu'est-ce qu'une fibrose, je prends souvent l'exemple de l'éponge. Quand on a une éponge qui n'est pas du tout utilisée, qui est nouvelle, c'est une éponge qui est élastique, qui absorbe bien l'eau. Mais quand elle est plus usée, c'est une éponge qui devient moins élastique, qui devient plus solide, plus rugueuse, plus rigide, et qui a du mal à absorber l'eau. C'est un peu ce qui se passe un peu dans les poumons de fibrose. En fait, dans un poumon normal, le tissu pulmonaire, il est tendre et souple et suit les mouvements de la cage thoracique pour essayer d'assurer la ventilation, qui c'est la fonction première des poumons. Et dans le cas de fibrose, ce tissu il s'abîme et se marque de cicatrices au fil du temps. C'est ce qu'on appelle la fibrose. Et au fil du temps, lorsque la fibrose s'aggrave, la cicatrice elle s'étend de plus en plus, ce qui rend la respiration de plus en plus difficile. Et donc, une fois que le tissu pulmonaire est marqué de cicatrices, ce processus est malheureusement pas réversible. Alors, comment se forme la fibrose ? Donc, on sait que globalement, il y a des facteurs extérieurs qui peuvent favoriser la fibrose pulmonaire, notamment les infections virales. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de vous faire vacciner. Parce que ça peut favoriser la fibrose, mais également accélérer le processus de fibrose. Le reflux gastro-œsophagien, on sait que la micro-inhalation du liquide gastrique peut favoriser la fibrose. Également l'inhalation chronique de substances dans l'environnement, notamment la pollution, mais également des agents qu'on retrouve dans l'environnement du patient, notamment dans la maison, dans l'habitat, notamment les moisissures. Mais également des agents qu'on respire, notamment dans le milieu professionnel, notamment, je pense aux poussières de bois, les poussières de métaux, mais également à l'amiante. Ça peut tout ça favoriser la survenue de fibrose. Il y a également le tabagisme, c'est le principal facteur de risque de fibrose. Donc tout ça, c'est des facteurs extérieurs. Il y a des facteurs malheureusement intrinsèques, propres à l'organisme, qu'on ne peut pas éviter, qu'on ne peut pas modifier malheureusement. C'est l'âge déjà. On sait que plus on prend de l'âge, plus on a de risque de développer une fibrose. Il y a également des prédispositions génétiques. On sait que quand il y a plusieurs cas de fibrose dans la famille, ça augmente le risque de développer une fibrose pour les apparentés, pour les descendants. Il y a également le système immunitaire qui peut jouer un rôle dans la fibrose. Quand le système immunitaire s'emballe, ça produit des anticorps dirigés contre l'organisme et ça peut engendrer toute une cascade de réactions inflammatoires et de réactions pro-fibrosantes. Donc tout ça, c'est des éléments que vous pouvez respirer, que vous pouvez faire face. C'est des facteurs du coup en commun que partagent toutes les fibroses. Donc on va voir
que les manifestations de fibrose sont à peu près les mêmes pour l'ensemble des patients porteurs de fibrose. Les symptômes qui sont les plus fréquents qu'on peut retrouver, c'est la toux sèche chronique. C'est également l'essoufflement ou la dyspnée, le terme médical, qui peut s'aggraver progressivement. Donc qui, dans un premier temps, survient durant un effort physique intense de façon inhabituelle, mais peut s'aggraver au cours du temps pour des efforts moins intenses et du coup peut être très handicapant. Il y a d'autres signes qui peuvent apparaître chez certains patients lorsque la fibrose est très évoluée. C'est la perte d'appétit, la perte de poids, la fatigue. La cyanose, c'est la coloration bleue au niveau des extrémités, au niveau des doigts ou des lèvres. L'œdème ou le gonflement de cheville lorsque il y a une insuffisance cardiaque qui s'installe. Et l'hypocratisme digital, c'est la déformation qui est assez caractéristique, qui se retrouve au niveau des doigts. Alors, on a vu les points communs que vous pouvez partager, mais maintenant, on va essayer de voir les différences et comment nous, pneumologues, on fait la différence entre toutes ces formes de fibrose. Alors, on va essayer de voir tout ça à travers notre démarche diagnostique devant un patient qui se présente devant nous pour une fibrose pulmonaire. Alors déjà, on essaie à l'interrogatoire, on essaie de retrouver des indices qui permettent d'orienter vers un diagnostic de fibrose. Donc, on essaie de vous interroger. C'est un interrogatoire assez policier. Donc, on recherche des expositions environnementales, notamment chez vous, à domicile, des moisissures, ou si vous possédez des animaux, notamment des oiseaux en cage, parce que c'est des animaux qui peuvent être pourvoyeurs de fibrose, de hépatite d'hypersensibilité. On regarde également si dans votre travail, dans votre carrière professionnelle, vous avez été exposé à des agents, notamment à l'amiante, des poussières de métaux, des poussières de bois. Mais également, on essaie de faire toute la liste de médicaments qui peuvent également engendrer des fibroses. Ça c'est connu. Donc, après l'interrogatoire, on fait un examen, on vous ausculte et on essaye d'écouter, on essaye d'entendre s'il y a des crépitants, notamment des crépitants velcro, qui sont typiques de fibrose pulmonaire idiopathique. C'est des bruits de détachement de velcro, en fait. Et en dehors de cette auscultation, on recherche également des signes d'auto-immunité. C'est des signes qui peuvent être en lien avec des maladies auto-immunes. Et donc, c'est pour ça qu'on demande de regarder vos doigts, vos mains parfois, parce qu'on peut retrouver des éléments en faveur d'une maladie auto-immune. On regarde également parfois la peau, les muscles. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être des éléments en faveur de ce diagnostic-là. Donc, après tous ces examens-là, on fait un scanner thoracique à haute résolution. C'est l'examen le plus important pour faire le diagnostic de fibrose. C'est parce que ça prend en photo vos poumons. Et dans la plupart du temps, cet examen est très utile parce qu'on retrouve parfois un aspect très caractéristique d'une fibrose en particulier, la fibrose pulmonaire idiopathique. Quand on regarde un scanner qui est typique, on se dit là, c'est sûr, c'est une fibrose pulmonaire idiopathique. Il y a des éléments, des signes sur le scanner qui sont très évocateurs. Donc la plupart du temps, on fait un scanner, on se dit c'est ça, c'est ce diagnostic-là, et on arrête, on termine là le bilan. Parfois, on est amené à faire une fibroscopie bronchique, qui n'est pas systématique. On le fait lorsque le scanner n'est pas atypique, quand il y a des atypies. Donc c'est un examen où on insère un tube dans une narine ou dans la bouche. Ça se fait sous anesthésie locale. Et donc, on explore les bronches et pendant cet examen-là, on fait un lavage, qu'on appelle un lavage alvéolaire. Donc, ça explore les cellules qui se retrouvent au fond des bronches et ça nous permet, quand on analyse ce liquide, de nous orienter vers un diagnostic de fibrose en particulier. Alors, on fait également des prises de sang, notamment pour rechercher d'autres maladies, notamment des maladies auto-immunes. Donc là, on fait ce qu'on appelle un bilan auto-immun. On recherche des anticorps, des auto-anticorps qui peuvent être produits par des maladies auto-immunes. Alors, lorsque le scanner n'est pas suffisant pour faire un diagnostic de fibrose pulmonaire,
on est amené parfois à faire une biopsie pulmonaire, ce qu'on appelle une biopsie pulmonaire vidéochirurgicale. Ça se fait sous anesthésie générale. C'est un chirurgien spécialiste qui fait l'opération. Ça se passe au bloc et donc on fait des prélèvements de poumons, 2 à 3 à peu près, qui font 2 cm en taille. Donc ça nous permet d'analyser plus précisément le tissu pulmonaire. Donc c'est les spécialistes, c'est les anatomopathologistes qui font cette analyse-là et qui nous permettent d'avancer dans le diagnostic. Parfois, on fait ce qu'on appelle un conseil génétique. On fait une prise de sang pour chercher des mutations génétiques pourvoyeuses de fibrose pulmonaire. Donc ça, c'était des cas un peu plus spécifiques quand il y a des cas de fibrose dans la famille ou d'autres signes qui peuvent nous faire penser à des maladies génétiques. Donc, avec tout ça, donc nous, avec tout le bilan, quand le bilan est terminé, on se réunit tous, donc pneumologues, radiologues, anatomopathologiste, pour discuter du dossier. Donc c'est pour ça, parfois, qu'on vous dit, à la consultation, j'en discute avec mes collègues parce que pour l'instant, le diagnostic n'est pas clair. Il faut l'avis d'autres spécialistes pour essayer de proposer un diagnostic. Donc quand on a fait tout ça, c'est ce qu'on appelle la discussion multidisciplinaire. On essaie de classer les maladies, de classer vos maladies. Donc ce qu'on appelle, en fait, ça englobe, le terme c'est la pneumopathie interstitielle diffuse. Donc ça englobe différentes maladies qui peuvent donner des fibroses pulmonaires. Donc on essaie après tout ce bilan, on essaie de classer vos maladies. Donc soit en pneumopathie interstitielle idiopathique, soit en pneumopathie interstitielle d'origine auto-immune. Donc là, il y a toute une liste de maladies auto-immunes qui existent, qui peuvent donner des pneumopathies interstitielles. Des pneumopathies d'hypersensibilité. Donc ça, c'est des maladies qui sont secondaires à une inhalation d'agents dans l'environnement, notamment tout ce qui est moisissure, le foin également, ou des déjections d'oiseaux. Ça peut donner des pneumopathies d'hypersensibilité. Après, il y a d'autres maladies un petit peu plus particulières que je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, la principale maladie, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique. C'est l'archétype de la fibrose pulmonaire. Mais il y en a tout un tas d'autres. Et les maladies qui sont inscrites en gras sur le tableau, c'est des maladies qui peuvent évoluer vers la fibrose. Initialement, elles ne sont pas toutes fibrosantes, elles sont plutôt en état d'inflammation, mais au cours de l'évolution, elles peuvent évoluer vers ce qu'on appelle la fibrose, et donc à des degrés différents. Alors, donc la fibrose pulmonaire idiopathique, je vous ai dit que c'est l'archétype de la fibrose pulmonaire, mais comme je vous ai dit, il y a d'autres maladies qui peuvent évoluer vers la fibrose. Donc c'est ce qu'on appelle les fibroses pulmonaires progressives. Ce n'est pas une nouvelle maladie qu'on a inventée, mais c'est plutôt un concept qui est né il y a quelques années, qui est parti d'un constat que y a des maladies interstitielles pulmonaires qui peuvent évoluer comme une fibrose pulmonaire idiopathique. C'est-à-dire qu'elles peuvent s'aggraver et évoluer sur le scanner comme une fibrose. Alors, comme je vous ai dit, c'est des pneumopathies d'hypersensibilité. Ça peut être des fibroses en lien avec des maladies auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde, la sclérodermie, ou d'autres fibroses non FPI. Alors, leur particularité, c'est qu'elles progressent comme les fibroses pulmonaires idiopathiques. Et là, il y a des définitions qui ont été établies sur ces dernières années, qui se basent sur des critères cliniques, notamment l'aggravation de l'essoufflement au cours du temps, l'aggravation de la toux, mais également sur des critères fonctionnels de la fonction respiratoire qu'on retrouve, ce qu'on appelle sur l'EFR ou la mesure de souffle. On mesure régulièrement votre capacité respiratoire, mais également la diffusion, la captation d'oxygène. Et elle se base également sur le scanner. Donc quand on regarde, quand on voit s'il y a des éléments de progression, là il y a une fibrose pulmonaire qui progresse.
Donc c'est important d'évaluer régulièrement, de vous évaluer régulièrement parce que ça peut évoluer, ça peut progresser. Donc le suivi est primordial. Donc c'est pour ça qu'on vous fait des mesures de suivi régulièrement, des scanners également régulièrement pour détecter la progression. Et c'est important parce que ces dernières années, les fibroses pulmonaires progressives ont accès à un traitement, au traitement antifibrosant. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Ma présentation est terminée. Donc merci. Merci beaucoup, Caïs. Alors, on va prendre des questions, mais attendez, j'arrive avec le micro parce que on vous entendra mieux. D'autant plus qu'il y a des gens qui sont en ligne, vous savez, donc si on parle en dehors du micro, les gens qui sont en ligne ne vous entendent pas. Ah, d'accord. Alors, je voudrais savoir si les nodules pulmonaires que l'on trouve parfois sur les scanners ont une relation avec la maladie ou c'est autre chose. Des petits nodules. Hein. Ça peut être autre chose. Ça peut être des nodules. Oui. C'est pas forcément la cicatrisation. Non, pas forcément. Ça peut rentrer dans le cadre de la fibrose, mais ça peut aussi être autre chose. Donc, En fait, quand on fait des scanners, on trouve beaucoup, de façon fortuite, des petits nodules, des petites taches qu'on est souvent après amené à surveiller pour être sûr que ce n'est pas des tumeurs au tout début. Vous voyez, mais c'est banal de trouver des petits nodules quand on fait des scanners thoraciques. Et quand on surveille des fibroses, on fait, pas souvent, mais régulièrement des scanners. Peut-être revenir, il y avait beaucoup de choses dans ta présentation, peut-être nous dire un peu plus le rôle de la pollution, parce que c'est quand même un sujet d'actualité. Pollution et fibrose, qu'est-ce qu'on peut redire ? On sait que la pollution, c'est un facteur qui peut engendrer de la fibrose, mais c'est sûr que c'est difficile de mesurer le lien entre la pollution atmosphérique et la fibrose. Il y a des données actuelles qui montrent quand même que la pollution atmosphérique, quand il y a des pics de pollution, ça peut accélérer le processus de fibrose et ça peut même engendrer ce qu'on appelle des exacerbations aiguës de fibrose. Donc ça, il y a des données maintenant qui le prouvent. Donc il y a des mesures de prévention à faire et c'est sûr que c'est une chose importante à prendre en compte. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait quand Qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a un pic ? Je pense qu'il faut éviter au maximum d'aller à l'extérieur. Il faut vraiment se protéger de ces pics-là. Et s'il y a des sorties prévues, essayer de porter un masque pour essayer d'être le moins exposé aux particules polluantes. Pas trop défendre. Ouais. Docteur Ahmad, j'avais une petite question. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur le nombre de personnes touchées par la fibrose pulmonaire, en fait, des chiffres qu'on a du mal à voir. Alors peut-être pour vous déjà en tant que centre de référence, et puis peut-être une petite extrapolation sur la France, si vous avez. En gros. Déjà dans notre service, on a une grosse file active de fibrose. Je pense qu'on a. On suit à peu près 1500 personnes. Oui, c'est ça. Et en France, je ne peux pas vous dire, mais je ne connais pas du tout les chiffres en France. Alors, je vais t'aider un petit peu. Alors, c'est des estimations, parce que en fait, c'est une très bonne question parce que le nombre de patients concernés, c'est un élément important pour justement voir nos payeurs et dire on a besoin de traitement, on a besoin de recherche, etc. Et en fait, depuis qu'on s'intéresse à la fibrose, on s'est rendu compte que c'est finalement moins rare que ce qu'on croyait. Donc il y a en France entre 2 et 3 000 nouvelles fibroses pulmonaires idiopathiques par an, entre 5 et 8 000 qui seraient suivies probablement. Et si on prend les fibroses au sens large, on fait un peu plus du double. Donc ça peut concerner quelque part entre 12 et 20 000 personnes en France. Donc on est toujours dans les maladies rares, mais en insistant sur le fait que tu as très bien présenté, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de fibroses.
La plus fréquente et aussi malheureusement souvent un peu plus grave, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique, mais il y a toutes les autres. Et suivant comment on compte, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ça représente finalement pas mal de monde en France. C'est pour ça que voilà ce qu'on citait, 200 adhérents à l'association. Moi, je suis favorable à ce que l'association se développe parce qu'il y a du monde à représenter. Et on voit bien que pour l'instant, l'association parle pour un grand nombre de personnes, mais avec pas encore assez de monde derrière l'association. La pollution, je crois que c'est important parce qu'on en parle beaucoup et c'est quand même une donnée issue de la recherche assez récente. C'est-à-dire qu'avant, on ne savait pas que... Bon, on pouvait se dire, oui, la pollution, ça joue certainement un rôle. Maintenant, c'est prouvé. Ça joue un rôle dans la survenue de la maladie et surtout dans les poussées. Alors, peut-être nous dire un mot des exacerbations. Tu as parlé de ça. Nous réexpliquer un petit peu en quoi ça consiste. L'exacerbation aiguë de fibrose, c'est en fait une poussée de fibrose. Hein. C'est une complication qui peut survenir au cours de l'évolution de la fibrose pulmonaire. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez grave. Et donc, ça peut se manifester par un essoufflement qui est plus important que d'habitude, qui évolue en moins d'un mois. Et donc, ça peut être favorisé par, comme on a dit, des pics de pollution, mais également par des infections virales ou autre chose. Et donc, ça peut être quelque chose de très grave. Et donc, qu'on traite actuellement par des corticoïdes, mais... Il y a de la recherche sur ces exacerbations pour essayer de progresser. Donc, c'est pas le jour à choisir pour faire une rééducation et des efforts importants si on est en plein pic de pollution, quoi. On peut dire ça. Après, les pollutions, c'est souvent difficile de l'éviter, mais plutôt aller faire sa randonnée un peu à distance des automobiles si on peut. Oui, j'avais posé une question, là, vous parlez de la pollution, mais est-ce que vous avez constaté dans les statistiques si l'âge des patients était élevé ou si on a des patients jeunes? Quelle est la proportion, quoi, si vous voulez, et l'âge? L'âge de survenue à la fibrose, c'est à peu près 60-65 ans. Et pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des facteurs qui font que... On sait qu'avec l'âge, on sait qu'il y a tout processus de vieillissement qui se fait et parfois ça se dérègle et on sait que c'est à cet âge-là. La fibrose, c'est quand même un vieillissement accéléré des poumons. Et alors, il y a des causes génétiques, mais même en dehors des causes génétiques, on considère que c'est un processus de sénescence, de vieillissement accéléré des poumons. Et dans les causes génétiques, il y a un raccourcissement des télomères, souvent, c'est-à-dire les extrémités des chromosomes, qui sont un marqueur biologique du vieillissement. Donc vraiment, il y a un lien étroit entre vieillissement biologique, je parle, et le risque de survenue de la fibrose. Mais il y a des fibroses qui malheureusement surviennent chez des personnes plus jeunes. Plus jeunes, notamment. Mais la cause génétique est quand même pas très développée. C'est quand même quelque chose de assez restreint, non? Oui, les causes génétiques, elles concernent une infime part des patients porteurs de fibrose pulmonaire. Là, depuis quelques années, on connaît des mutations de gènes qui sont impliquées dans la fibrose pulmonaire. Et la recherche est encore active, donc on ne connaît pas tout. Peut-être d'autres gènes qui sont impliqués dans la fibrose pulmonaire. Et chez ces personnes qui sont porteuses de mutations, elles ont quand même un âge un petit peu moins élevé que les autres patients non mutés. Et puis quand on parle de l'âge, le vieillissement accéléré, je parlais de la fibrose pulmonaire idiopathique. Dans les autres formes de fibrose, par exemple les pnéumopathies d'hypersensibilité ou les fibroses qui s'associent à la polyarthrite rhumatoïde ou la sclérodermie, là malheureusement les moyennes d'âge sont plus faibles, les patients sont plus jeunes. Et les fibroses génétiques au sein de la fibrose idiopathique, c'est de l'ordre de 10%, donc 10% c'est pas exceptionnel. Et puis ça c'est ce qu'on connaît. Et tous les ans, il y a des progrès dans le domaine et on se rend compte que finalement, la part de la génétique est plus importante que ce qu'on croyait. C'est probablement une maladie d'interaction entre l'environnement et une prédisposition génétique. Il y a une question derrière vous. Oui, je voulais attirer l'attention, si on m'entend, sur quelque chose de très pratique, mais que je ne trouve pas assez souligné concernant la pollution intérieure. Parce qu'on parle des produits.
Et il y a un appareil qu'on possède tous qui est l'aspirateur. Et j'ai remarqué donc à différentes occasions chez des amis que très souvent les gens possèdent des aspirateurs qui sont soit anciens et très peu filtrants. Donc il faut un aspirateur qui ait au moins un niveau de filtration qu'on appelle avec un filtre EPA, c'est-à-dire filtration de très petites poussières, mais je pense aussi qu'il y a un recyclage malgré ça de micro-poussières. Donc il y a l'aspiration centralisée qui permet de rejeter à l'extérieur de la maison les poussières intérieures. Mais là, par contre, ça demande des travaux, donc c'est dans le cadre d'une maison en construction, d'une rénovation intérieure qu'on peut envisager ça. Mais en tout cas, je conseille de se débarrasser des vieux aspirateurs qui recyclent les poussières et qui posent un vrai problème de pollution intérieure. Merci, c'est un point super important, effectivement. Il y a la conférence qu'on avait faite en fin d'année dernière hein, avec Lucille Cessé qui travaille beaucoup sur la pollution et puis aussi ce qu'on appelle un conseiller médical en environnement intérieur. C'est des gens qui peuvent venir visiter chez vous pour faire un diagnostic de risque dans votre logement qui explique ça très bien. Il y a effectivement les aspirateurs, il y a tous les produits d'entretien, les produits chimiques, etc. Il y a tout un tas de précautions à prendre. Et là, moi, ce qui m'a surpris, c'est que vraiment ils disent clairement que l'air est plus dangereux à l'intérieur qu'à l'extérieur, presque, d'où aussi l'importance d'aérer, de bien aérer sa maison ou son appartement très régulièrement, quoi. Donc n'hésitez pas à revoir cette conférence donc, sur le site. Un dernier mot, c'est j'ai réalisé en écoutant le docteur Ahmad qu'on parle de progression. Alors c'est peut-être un terme qui est mal choisi parce que nous, quand on parle de progression, c'est progression de la maladie, ça veut dire qu'elle va plus mal. Et dans le langage habituel, progression, c'est plutôt quand ça s'améliore. Donc il faut qu'on fasse attention dans notre communication.